Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes aussi sur Facebook, mais vous pourrez nous retrouver en replay sur bordeaux.tv. Aujourd'hui, c'est une émission toute particulière que nous allons avoir qui va tourner autour de la politique et de la culture, puisque pour nous, ce sont deux points très importants sur Bordeaux TV. Et pour ça, pour nous parler politique, en tout cas pour se présenter, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique David, candidate de La République En Marche pour la première circonscription de la Gironde. Je vais y arriver. Et nous avons aussi pour nous parler culture Lionel Gaudin-Villard, qui est directeur artistique, directeur d'orchestre, chef d'orchestre pour Carmen, qui donc va avoir lieu le 28 mai à Angoulême. 28 mai à Angoulême, notez-le bien. Et à Bordeaux, le 10, le 11 juin, à la patinoire de Mériadec. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Dominique, comment ça va ? Écoutez, ça va pas mal. Je vis quelque chose d'assez nouveau là depuis une douzaine de jours, puisque j'ai été donc désignée par Emmanuel Macron comme candidate de La République En Marche sur la première circonscription de Bordeaux. C'est une première expérience politique. C'est une première expérience, je n'ai jamais eu de mandat électoral. J'ai rejoint le mouvement au mois de novembre dernier parce que En Marche portait des valeurs que j'attendais depuis longtemps. Et voilà, je me retrouve désignée candidate au mois de mai. C'est bien la preuve que les choses sont en train de complètement se transformer. Sous les feux des projecteurs. Voilà. Alors, comment ça se passe, alors, comme ça, très schématiquement, quand on recrute un candidat par le biais d'En Marche? Comment ça se passe? Alors, c'est un processus tout à fait inédit dans la Ve République. Vous savez que donc une commission d'investiture qui s'est réunie sous la houlette de Jean-Paul Delevoye et qui comprend, je crois, 7 membres, a étudié 19 000 candidatures qui ont été déposées sur Internet par des hommes et des femmes de ce pays, d'horizons très divers. Et donc cette commission d'investiture a composé une assemblée un peu idéale, en tout cas c'est comme ça qu'Emmanuel Macron nous a présenté les choses, qui reflète la société française telle qu'elle existe aujourd'hui, avec une parfaite parité, avec 50% de candidats issus de la société civile, donc qui n'ont pas d'expérience d'élu, et venant d'horizons assez divers, d'âges assez divers, parce que je crois que l'échantillon va de 24 à 74 ans. C'est pas mal. Donc voilà, je fais partie de cet échantillon représentatif. Alors on a vu sur Bordeaux, vous êtes combien? Donc vous êtes sur l'ensemble des circonscriptions? Sur la Gironde, nous sommes 12, voilà, puisqu'il y a 12 circonscriptions. Voilà, 7 femmes. 7 femmes, voilà, c'est ça. Donc 7 femmes, donc on n'est pas... Là, on est quand même au niveau de la parité. La parité est nationale. Mais en fait, il y a eu beaucoup plus de candidatures en ville que dans les campagnes, pour diverses raisons. Effectivement, il y a un rééquilibrage dans les grandes villes, entre plus de femmes dans les grandes villes et parce qu'un peu moins dans les campagnes. Alors la question, comment vous êtes reçu aujourd'hui? Quand vous allez vous promener, vous allez vous présenter, on ne vous connaît pas en face, vous avez donc d'autres candidats, LR, alors toute la liste, il y a 7 ou 8 candidats, je crois. Oh, même plus que ça, je crois qu'il y en a 12 ou 13. Voilà, 12 ou 13 candidats, c'est quand même pas rien, ça va falloir faire la différence. Comment vous êtes perçu quand vous dites, tiens, on est, nous, En Marche, comment ça se passe? Je trouve que l'accueil est extrêmement positif sur les marchés, dans la rue. On a fait l'autre jour un petit speed dating sur la place Paul Doumer où on a installé notre table de camping et notre parasol pour discuter avec les personnes qui sortaient du tram. L'accueil est très positif, on sent un espoir. La naissance d'un espoir de enfin les choses vont bouger, vont changer, les nouveaux visages sont bien accueillis, on sent vraiment un ras-le-bol de la classe politique qui verrouillait un petit peu ce système, des gens qui cumulent des mandats, qui ont plutôt des stratégies carriéristes aujourd'hui que des stratégies d'intérêt général. Donc ça, on nous le dit. L'accueil est vraiment favorable, donc je suis pleine d'espoir sur le fait que nous arrivions à donner une majorité à Emmanuel Macron. Par rapport justement à ces personnes qui sont en place, alors on a des candidats de la LR, on voit au niveau déjà des gens installés, quel est leur argument ou leur objection principale par rapport à vous? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'objection.
Il y a du surf sur la vague. Vous voyez, en ce moment, il y a une vague d'En Marche qui est en train de se lever. Et il y a une recomposition politique tout à fait sans précédent aujourd'hui en France, qui peut être d'ailleurs, qui peut désorienter un certain nombre d'électeurs, c'est vrai. Et donc j'ai effectivement des concurrents, je préfère ce terme-là, adversaire, c'est un peu moins violent, mais des concurrents qui aujourd'hui sont dans un positionnement de surfeur, c'est exactement ça. Ils se cherchent en fait. Non, ils ne se cherchent pas, ils sont en train de se trouver tout d'un coup très bien dans la vague d'En Marche, sauf que là, il tombe le masque, la stratégie est clairement carriériste, l'objectif est de trouver un poste, j'ai un concurrent qui s'imagine déjà d'ailleurs secrétaire d'État dans un ministère de En Marche. Je crois que ça, ce temps-là est terminé. C'est terminé. Que les copinages, les nominations par réseau, etc., ça, on en a fini. Les Français en ont assez. Ils ont vraiment envoyé ce message-là très clairement aux 2 tours des présidentielles. Il faut l'entendre. Visiblement, les partis qui ont nommé ces candidats ne l'ont pas entendu. Et je crois que c'est pour cette raison aussi que je suis parfaitement bien accueillie, parce que je représente ces nouveaux visages dont on a envie aujourd'hui en France. Ce qu'Emmanuel Macron a dit, il le fait. Exactement. En plus, il a tenu ses promesses. Il a tenu ses promesses. Alors, rapidement, ici, sur cette première circonscription, ici de la Gironde, c'est quoi ce que vous proposez? En fait, c'est quoi vos axes en fait, de réflexion et d'action? Alors, revenons aux fondamentaux. Le cumul des mandats a fait qu'il y a eu une sorte un peu de déviance de l'interprétation de la fonction de député. Le député est bien entendu ancré dans sa circonscription, il s'imprègne des sujets de sa circonscription qui remontent au niveau national. Il y en a un certain nombre sur cette circonscription liés à l'entrepreneuriat, liés à la formation. Nous avons de nombreuses écoles sur cette circonscription, nous avons des centres de formation d'apprentis importants. Sur l'entrepreneuriat, il y a de très nombreuses initiatives, il y a de nombreuses ruches pépinières d'entreprises qui aujourd'hui accompagnent un certain nombre de start-up dans le numérique. Nous avons un gros sujet autour du logement, comme dans d'autres circonscriptions à Bordeaux, mais en particulier ici avec des zones d'aménagement comme les bassins à flot, Ginko, et puis des zones d'aménagement sur Bruges, donc où il y a de vraies problématiques de logement, et c'est un des sujets centraux d'Emmanuel Macron. Enfin, voilà des sujets qui sont portés au niveau national dans le programme d'Emmanuel Macron et que nous pouvons effectivement déployer mettre ici. En place. Mais l'esprit du programme d'Emmanuel Macron, ce n'est pas de faire descendre des problématiques du national, c'est d'animer, d'irriguer, de libérer l'initiative, l'innovation locale. Donc il faut, et je pense que ça fera aussi partie de notre approche, que de créer du lien justement entre ces pépinières et les quartiers en difficulté, où là aussi il y a des jeunes qui portent des initiatives et qui aujourd'hui ne sont pas forcément très bien armés pour les faire avancer. Donc créer du lien entre les collectivités, entre les structures culturelles justement et les établissements scolaires. Enfin voilà, c'est vraiment l'esprit de... il faut que nous nous réapproprions au niveau des territoires ces dynamiques, et plutôt en tant que citoyens, c'est toute la force de ce mouvement, plutôt qu'au travers de lois. Enfin, il y aura des lois, bien entendu, mais on a produit beaucoup de lois. Donc on ne va pas produire des lois pour répondre à des problématiques locales. Les élus locaux sont là pour ça. Alors vos adversaires, ils vont vous dire, nous, on avait mis ça déjà en place, on a fait plein de choses ici. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais bien sûr, ils ont fait plein de choses. Ce sont des élus locaux, mes adversaires. Ils sont pour l'un adjoints au maire de Bordeaux. Ils siègent à Bordeaux Métropole et ils sont conseillers régionaux tous les deux. Pour l'autre, effectivement, conseiller départemental et conseiller régional. C'est absolument normal qu'ils aient une action locale. Enfin, je veux dire, des choses, bon. Mais à un moment, ce n'est pas le même
la même commande. Enfin, je parle avec des termes plutôt d'entrepreneur parce que c'est mon parcours, mais ce n'est pas la même commande. Vous pensez qu'on ne peut pas cumuler les mandats parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc on voit des maires qui se présentent, qui veulent être députés, donc on est sur un cumul, donc ils doivent s'occuper de leur mairie et en plus être députés. Ils sont très utiles, ils sont très bons là-dessus, donc surtout qu'ils y restent. C'est ça. Et là, on dit la même chose en fait pour les gens qui sont installés aussi, qui ont déjà des postes à la région ou à la ville, etc. Donc en disant, occupez-vous de ça, vous avez déjà beaucoup à faire et laissez-nous faire, nous, en tant que députés, pour défendre les couleurs de nos circonscriptions. C'est ça le message que vous Pour défendre les couleurs de nos circonscriptions et surtout, et c'est le message essentiel, avec une connaissance de terrain. Nous sommes les candidats d'En Marche issus de la société civile. Vous êtes chef d'entreprise? Non, je ne suis pas chef d'entreprise, je l'ai été. Ouais, vous l'avez créé. J'ai créé effectivement 2 entreprises, j'en ai repris une avec mon mari. J'accompagne aujourd'hui des industriels puisque en fait je suis dirigeante d'une organisation professionnelle, donc je suis tous les jours. D'ailleurs, sur un métier qui ressemble un peu à celui de député, qui est celui effectivement d'accompagner des industriels et de recueillir leurs problématiques sur le terrain et de les remonter au pouvoir public et aux acteurs économiques du territoire pour essayer de trouver des solutions. Donc c'est un petit peu. En substance, à travers ce qu'on écoute de vous, c'est l'économie au service du social et du développement personnel. C'est ça l'orientation que vous voulez donner à votre campagne, j'ai l'impression. Aujourd'hui, la priorité d'Emmanuel Macron et la priorité de ce pays, c'est de régler le problème de l'emploi. L'objectif d'Emmanuel Macron est de faire retomber le chômage à 7%. C'est ambitieux et en même temps c'est complètement possible à partir du moment où on est capable de libérer les initiatives, ce que son programme permet de faire. Donc aujourd'hui, notre préoccupation, c'est la mise en œuvre des grands chantiers de moralisation de la vie politique qui permettent justement de retrouver cette fluidité, mais aussi de réécriture du Code du travail, dont on sait aujourd'hui qu'il ne protège personne, ni les salariés, ni les chefs d'entreprise, et d'harmonisation des statuts et de protection de l'ensemble des travailleurs et pas non plus les salariés, parce qu'il y a cette inégalité aujourd'hui, qui permettent de libérer les initiatives, les énergies, de redonner de la mobilité professionnelle et donc de créer de l'emploi à la fois dans les entreprises existantes et dans celles qui vont se créer demain. Bon, c'est une grande énergie à tout ça. Alors effectivement, pour pouvoir aborder l'emploi, pour pouvoir aborder les bases de notre société qui sont capitales, on va parler de culture. Et je sais que ça vous intéresse, la culture. Et je vais passer la parole à Lionel Gaudin-Villard. Merci, bonjour, de venir sur notre plateau. Et là, on va parler culture. On va échanger d'ailleurs sur ce thème-là, parce que c'est quand même des thèmes très très importants aujourd'hui dans notre société. C'est ce qui permet un équilibre, souvent, et ce qui permet aussi aux gens de s'exprimer le mieux possible. C'est même fondamental. C'est même fondamental. Et justement, vous allez nous en parler avec un opéra donc, que tout le monde connaît. Enfin, on connaît Carmen. Carmen, c'est, citez-moi le principal. Toréador. Toréador, par exemple. Prends garde. Allons-y, on peut chanter sur le plateau de Bordeaux TV, Toréador, et puis bien d'autres. De toute façon, tout le monde connaît Carmen. Alors, vous êtes directeur d'orchestre, enfin, chef d'orchestre. Ça, c'est le chef d'orchestre, c'est celui donc, qui met tout le monde en harmonie, qui va donner les rythmes. Enfin, vous allez me parler mieux de ce métier, mais on voit un personnage toujours. Moi, quand je parle de chef d'orchestre, je vois toujours un Louis de Funès. C'est dans les films. La personne énergique. C'était excellent d'ailleurs. C'était excellent. C'était excellent. Voilà. Un peu caricatural, mais excellent. Comment on devient chef d'orchestre? Par passion, déjà. On en parlait tout à l'heure, mais je suis issu d'une famille de musiciens. Donc depuis tout petit, j'avais cette envie de faire de la musique, de faire mon métier, la musique. Et j'ai très très vite eu envie d'être chef d'orchestre en regardant le soir dans un coin de l'escalier, quand mes parents ne m'y autorisaient pas, le grand échiquier. Voilà, donc je captais les soirées où il y avait cette émission-là, et puis je regardais vraiment avec beaucoup d'attention ces chefs d'orchestre qui passaient très régulièrement à ces soirées. Et c'est vrai que ce métier me passionne. Évidemment, j'ai commencé par apprendre des instruments, mais petit à petit. Pianiste? Alors, pianiste sur le tard. Sur le tard. J'ai une famille de pianistes et d'organistes, mais comme j'ai de la famille Villard, on peut le dire. Voilà, c'est la famille Villard. De Poitiers aussi, je précise. De Poitiers, tout à fait. Comme je suis un peu, on va dire, j'ai un caractère assez fort, pour pas dire un peu rebelle, j'ai pas voulu faire l'instrument que pratiquaient tous les membres de ma famille à l'époque. Donc j'ai fait de la mandoline, de la clarinette, du chant lyrique. Enfin, j'ai fait pas mal de choses et je me suis mis sur le piano, au piano sur le tard.
Comme ça m'a permis d'aborder un petit peu tous les types, toutes les familles d'instruments, en fait. Mais j'ai toujours voulu diriger. J'éprouve vraiment beaucoup de plaisir à diriger, à manager les gens. Et je rejoins un petit peu le discours que vous disiez tout à l'heure, mais je pense que la culture souffre justement d'une certaine routine et de gens qui ont peut-être des positionnements ou et qui sont installés et qui ne font pas forcément du bien. Moi, ça va faire 25 ans que je dirige, malgré tout, que je le fais de manière privée, donc j'ai toujours des orchestres privés, professionnels. Et un sou est un sou, une action est une action. Il faut qu'elle soit rentable. Et j'agis comme un vrai chef d'entreprise, parce que on attend ça de nous aussi, de notre côté maintenant. Et je pense qu'il faut essayer de rompre ce système-là aussi, d'apporter un nouvel engouement pour la culture, parce qu'on voit que les gens sont très demandeurs de culture. Les gens ont soif de culture, mais n'osent pas venir vers nous, en tout cas, musiciens classiques, de peur de penser qu'ils ne peuvent pas, que c'est pas pour eux, que c'est pas adapté, qu'ils n'ont pas le niveau, la capacité, le talent. Voilà, la capacité, ne serait-ce que la capacité d'écoute nécessaire pour assister à un opéra. Alors que Carmen, vous en parlez tout à l'heure, c'est l'opéra le plus populaire au monde. C'est Cocorico, c'est un opéra français, donc on a quand même de la chance. Vous avez 2 œuvres dans le monde qui sont immensément connues et qui sont parmi les plus grands standards. Vous avez le Boléro de Ravel d'un côté pour l'orchestre et Carmen, l'opéra de l'autre. Donc c'est quand même, on a un patrimoine qui est somme toute assez incroyable, et on n'utilise pas assez ce patrimoine, on ne se repose pas assez dessus pour justement apporter du lien à tous ces gens qui en ont besoin. Je pense qu'on aurait moins de problèmes à l'heure actuelle. Vous avez parlé, tout à l'heure, on parlait justement de tout ce qui était pédagogique. Alors vous avez une particularité, c'est que vous avez créé les mini-concerts qui sont destinés à un jeune public. Vous avez chaque année plus de 40 000 enfants de 2 à 11 ans. C'est ça la culture en France. Oui, c'est ça la culture. L'idée, elle est très très simple. C'est comme le projet Carmen avec la Fabrique Opéra de Bordeaux. L'idée, c'est apporter la culture au jeune public pour leur faire découvrir cet univers. Ce sont des gens, des êtres humains qui sont vierges de tout, parce qu'on a des enfants de 2 à 11 ans, et leur faire découvrir la musique en les obligeant de venir à nous, de venir dans une salle de concert, le Féminin, le Rocher de Palmer, ou dans les Landes, on va dans d'autres salles également, mais le fait de venir dans une salle de concert, d'assister à un concert adapté, avec un discours adapté pour eux, pour que ça soit compréhensible, et leur présenter les instruments, le patrimoine, on se rend compte que ce sont aussi bien les enfants que les enseignants et les accompagnants qui viennent à ces mini-concerts sont très très demandeurs de ça, et en raffole, je vous dis, on est à plus de 40 000 enfants par an. Vous voyez, on parle aujourd'hui des quartiers aussi qui sont défavorisés, quartiers difficiles, les amener aussi à ce type de culture, c'est aussi les ouvrir vers un autre monde aussi peut-être. Il faut. Il le faut. Je pense que nous, notre action de mini-concert est ouverte à tout le monde. Ça se passe en journée par le biais des écoles. Donc que ce soit dans des milieux difficiles ou aisés, toutes les écoles sont mises à même niveau et viennent. Il faut qu'elles s'inscrivent. Évidemment qu'elles paient leur ticket pour venir, comme un ticket de cinéma. Mais c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de fermeture. Au contraire, c'est l'ouverture au maximum. Et après, s'il faut se rendre dans des écoles pour faire une démarche supplémentaire, aller présenter mon métier, le répertoire, la musique classique, et susciter un intérêt supplémentaire, je le fais. Voilà. J'adore parler, vous le voyez. Oui, non, mais justement, c'est ça, c'est le but aussi de ce plateau. Alors, je veux pas. Alors, les opéras comiques, c'est génial, puisque Carmen, c'est un opéra comique. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, il a été créé à l'Opéra Comique de Paris. Qui est un lieu, un bâtiment emblématique de Paris, sur une commande de l'Opéra Comique faite à Georges Bizet. Sauf que Carmen, c'est avant tout un opéra dramatique. Voilà. C'est vrai que c'est difficile de rire avec, mais enfin... Je vais quand même dévoiler la fin, mais elle meurt à la fin. Elle meurt. Oui, mais la mort n'est pas toujours... si dramatique que ça finalement, puisque c'est une question, on peut en parler, c'est une question de sens d'esprit aussi. On le voit dans différentes civilisations aussi. Donc après, c'est tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire pendant cette vie intense et les échanges qu'il y a avec les autres. Et c'est ça Carmen en fait. C'est ça Carmen, tout à fait. C'est l'image de cette femme libre qui veut vivre sa vie comme elle l'entend, au détriment des hommes, bien souvent. Donc elle joue avec, elle les prend, elle les jette, et puis au final elle finit par être tuée de sa passion de la liberté, puisque par passion un homme va finir par la poignarder parce qu'elle l'a quitté pour un autre. Donc ça
Malheureusement, c'est des situations auxquelles on est habitué. À l'époque, en 1875, ça avait énormément choqué. Ouais. Mais de nos jours, je veux dire que peu de choses nous choquent. C'est vrai. Et il est vrai que pour voir ce type de spectacle, il faut être dans cet état d'esprit. On peut emmener, donc si vous avez des enfants, vous voulez les emmener à ces opéras, alors n'hésitez pas, on l'a dit, c'est le 10 et 11 juin à Mériadec, il y a encore des places. Il y a encore des places, les gens peuvent venir, et pour les enfants, il y a aussi des actions qui sont faites le vendredi 9 juin, en journée, à 11h et à 14h, donc ça c'est pour les écoles. Et la générale que nous avons appelée Les Jeunes à l'Opéra aura lieu le jeudi 8 juin, et là elle est dédiée aux collégiens et aux lycéens. Vous voyez, c'est vraiment l'ouverture à la jeunesse au maximum. D'autant, en plus, le projet Fabrique Opéra, c'est un concept qui est bien particulier. C'est mettre en réseau des professionnels avec des élèves de lycée de formation professionnelle. D'accord. Donc on utilise pour tous les éléments supports de l'opéra, parce que l'opéra c'est la forme absolue dans la musique classique. C'est ce qui coûte le plus cher, parce que c'est ce qui rassemble le plus de métiers et de besoins et qui réclame le plus de besoins. Donc on a fait appel à différents établissements, lycées de formation professionnelle, IUT de Bordeaux et IUT d'Angoulême, pour tous les éléments de décor, de costumes, de maquillage, de coiffure, de logistique, de transport, d'études de sécurité. Donc on a mis à profit tous ces jeunes talents qui se destinent à un métier, et là on leur a apporté un cas pratique pour leur permettre de vivre l'opéra de l'intérieur et les amener à aimer ça. Et ça marche. On a 12 établissements qui sont concernés entre Bordeaux et Angoulême, 700 jeunes qui sont concernés. Les mini-concerts pour la Fabrique Opéra le 9 juin, c'est plus de 3500 enfants qui viendront. Les Jeunes à l'Opéra le 8 juin, c'est 1 millier de lycéens et de collégiens qui viendront. On espère maintenant exploser la capacité d'accueil pour les 10 et 11 juin avec le tout public. Mais notre démarche est là, c'est permettre à l'opéra de retrouver ses lettres de noblesse, mais dans le bon sens du terme, pas quelque chose d'élitiste, pardon. L'image du musicien classique en France souffre beaucoup de tous ces clichés qu'on a. Je suis de plus en plus persuadé que les gens naissent avec, tellement ils sont sûrs que c'est pas possible, c'est pas adapté pour eux, qu'il faut faire partie d'une famille de musiciens. J'ai cette chance-là, mais bon nombre de musiciens ne sont pas issus du milieu de la musique. Bien entendu. Pourtant, ils réussissent, ils ont une très belle carrière. Bien sûr, comme les politiques d'ailleurs. Comme les politiques, c'est exactement pareil. On est tous de la société civile. Alors, on est diffusé aussi, donc on est Bordeaux TV, mais aussi Nouvelle-Aquitaine TV, puisqu'effectivement Angoulême en fait partie, Poitiers en fait partie. Très bien. Poitiers, c'est quand même bon. Faut faire vivre aussi ces régions aussi de Poitou-Charentes, parce qu'on les a oubliées aussi. On dit maintenant Bordeaux, non, il n'y a pas que Bordeaux, il y a aussi Poitiers, il y a Angoulême, il y a Biarritz, il y a Limoges, il y a toute cette nouvelle région. Très belle grande région. Très belle grande région, d'ailleurs vous êtes très bien concernés. Alors justement, on parlait des financements, alors en 2 mots, comment vous êtes financé? Alors, c'est pareil, on essaie d'inverser le système économique traditionnel. Vous savez qu'à l'heure actuelle, seulement 4% des Français vont à l'opéra. Pour des maisons, l'opéra comme l'Opéra de Bordeaux, qui sont financées en gros à hauteur de 80% par un budget d'État, que ce soit des collectivités, quelles qu'elles soient, locales ou le ministère de la Culture. Le principe de la Fabrique Opéra, c'est le raisonnement est inversé, c'est 65% de recettes de billetterie qui financent l'action, les 35% restants se partageant entre des subventions, mais qui sont assez minimes quand même. Combien par exemple? C'est autour de 10%. 10% du budget global. Du budget global. Qui a un budget de combien? Autour de 500 000 euros. Dans 500 000 euros, 10%, 50 000 euros. Alors les collectivités locales, alors justement. Et le reste c'est du mécénat. Et le reste c'est du mécénat. Merci, bravo à tous ces mécènes qui font que bien justement. Et on en cherche d'autres. Ça existe. Et on en recherche. Alors n'hésitez pas. Alors pour vous, en 2 mots, pour vous contacter, comment on fait les gens qui nous regardent? Alors les gens qui nous regardent, ils vont sur lafabriqueopéra-aquitaine.com et là ils auront toutes les informations. Où ils tapent Carmen, patinoire Mériadec, ils vont de suite avoir un lien qui va apparaître sur leurs écrans. La Fabrique Opéra, il suffit de taper ça sur Google et vous le trouverez. Merci beaucoup d'être venu. Alors une petite parenthèse par rapport à ça, par rapport à la culture. Je sais que vous, Dominique, la culture c'est aussi quelque chose qui vous touche, évidemment. Puis dans le programme d'Emmanuel Macron, la culture est à développer. On a vu d'ailleurs avec cette ministre de la Culture que nous avons maintenant, qui est quelqu'un qui est très apprécié. Oui, Françoise Nyssen, qui est la formidable directrice des non moins formidables éditions Actes Sud. Qui j'espère nous regarde. Oui, moi aussi. J'espère qu'elle nous regarde et qui, alors voilà, qui est ministre, qui sait de quoi elle parle, donc qui a un beau programme à mettre en musique. Et notamment, effectivement, donner le goût de la culture aux plus jeunes. Et je crois que vraiment votre action s'inscrit tout à fait dans ce projet-là. Merci beaucoup.